Donc je prenais les peu de responsabilités que j'avais et genre je les faisais, mais x10. Et ce x10 m'a fait faire des dingueries. Voilà. À me retrouver avec des grands prix, des trucs toute seule, de faire des tournées, faire des médailles et devenir le meilleur palmarès du judo marocain, des meilleures africaines. Et je pense sincèrement ça vient d'être focus de ce qu'on contrôle et de lâcher prise sur le reste. Le sens n'est pas une destination, c'est un chemin qu'on construit petit à petit. Moi, c'est Adrien Scat, photographe et réalisateur à impact. À travers Sens, je t'emmène au cœur de projets qui transforment des vies et redonnent un vrai sens à l'action humaine. Ces histoires sont celles de femmes et d'hommes qui, en cherchant un sens à leur vie, ont trouvé la force de changer le monde autour d'eux. Avec Sens, on explore ces récits inspirants, on apprend, on s'émerveille et surtout, on découvre comment toi aussi, tu peux faire bouger les choses. Parce que oui, chacun mérite d'avoir un impact. Rejoins-moi dans cette aventure et laisse-toi inspirer par des projets qui prouvent qu'ensemble, tout devient possible. On verra. C'est parti, les amis, bienvenue dans le podcast Sens. Aujourd'hui, on est avec Asma Niang. Vraiment, je suis vraiment très content. Déjà, on est chez toi, donc merci de nous accueillir, merci de m'accueillir. Et très fier de recevoir une Olympienne, je sais pas comment on dit, une sportive, une artiste, tout ce qu'on veut. Une amie. Une amie. Et merci de l'accueil. Bah déjà, chez moi, c'est chez toi. Merci beaucoup. Comment tu vas? Bah écoute, ça va. Ouais. Ça va, Adrien, ça va. Je suis contente que ta voix de rouillé. Je crois que je t'ai pas vu depuis 3 ans. On s'était vu en Sénégal. On s'est vu au Sénégal. On s'est vu à la projection aussi. Et ouais, la dernière fois, c'était à Ngor. À Ngor, sur la plage. À la plage. Avec les vaches. Ouais. Et les chèvres. On était bien là-bas. Ah ouais, bah, incroyable. On a vu un jus de bissap. Exactement. Et aujourd'hui, on est où? Bah là, on est à Noisy-Grand. Ok. Voilà, à Noisy. C'est quoi Noisy-Grand pour toi? Ah, Noisy, pour moi, c'est l'endroit où je suis venue en France, tout simplement. Et puis, voilà, de mon Maroc natal. Ouais. Je suis née à Mohamedia et puis c'est à Noisy. Je suis pas partie de cette ville, j'affectionne. Ok. C'est une ville qui représente beaucoup de choses pour moi. Ok. Et après, c'est vrai que je voyage beaucoup. Ouais. Je bouge beaucoup. Mais des fois, tu sais, en vérité, quand on dit chez soi, c'est l'endroit où, voilà, on a posé un peu ses valises, des choses comme ça. Puis même si je sais que mon cœur est nomade, des fois, c'est bien de se poser des fois. Et donc, se poser des fois, c'est Noisy. Ok. T'arrives à quel âge? 11 ans. Ok. Ouais, donc t'as fait adolescence et tout quoi. Voilà. Ah ouais. Et la vie d'adulte. Les 400 coups à Noisy. Ok, cool. Mortel. Et comment du coup t'as commencé le judo? Parce que c'est ça Toi, c'était comment? T'as fait collège, lycée. Le judo, c'est arrivé plus tard, toi? Ouais, 20 ans. Toi, c'est arrivé un peu sur le tard? Ouais, 20 ans. 20 ans? Ouais, pour faire court, si je suis arrivée, je parlais pas français. Ok. C'était pas ma langue maternelle. Donc, école francophone, hein, ouais. Avec plein de gens de tous les... j'ai découvert un peu le monde grâce à cette école, parce que portugais, je connaissais pas le portugais, hein, il y avait pas de portugais, les pakistanais, il y a des indiens, que ça parlait anglais. Et puis, au bout d'un an, je me retrouve au collège. Donc, cursus normal. Et puis là, la barrière de la langue était un petit peu difficile. Et puis, il s'avère que, il fallait que je m'adapte à tout ça. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours eu le rêve olympique. Hein. J'en parle souvent, je crois que je l'ai dit plusieurs fois. C'était mon rêve de faire les Jeux parce que dans ma vision de petite fille, d'ailleurs, aujourd'hui, c'est le Olympic Games, c'est la journée des Jeux. Enfin, des Olympic Games, quoi. C'est le 23 juin. Et c'est vrai que les Jeux, pour moi, du regard d'une petite fille, c'était un endroit où les adultes jouaient. Parce que dans notre société, les seuls adultes qui jouent encore, c'est les athlètes. C'est marrant, ça. Et donc c'était comme un peu un Euro Disney, genre un parc Astérix, un truc géant où les athlètes jouent, mais ils sont adultes, parce qu'avant c'est les enfants qui jouent. Et là, il écrit Jeux Olympiques. Waouh, c'est un endroit où on joue avec le monde entier. Ouais. Genre un chat géant. Ouais, c'est ça. C'est la compétition mondiale par excellence. Ouais, ça court. Ouais. Après, je sais pas si c'était la conception de compète ou pas. Pour moi, c'est jeu avant tout. Ouais. Donc, je voulais aller jouer, moi. Je voulais être cet adulte qui joue tout le temps, obsessionnel de jouer. Ouais. Alors, en fait, souvent, on me dit, est-ce que c'était les Jeux Olympiques? Moi, je pense que c'est l'obsession de jouer. J'avais une obsession tout le temps de pouvoir jouer. Et après, tu comprends un peu plus tard que c'était pas vraiment ça, qu'il fallait prendre un sport études, des choses comme ça. Et c'est vrai que j'étais hors cadre, hors sentier battu. Je suis arrivée, puis on m'a dit que barrière de la langue.
échec scolaire ou pas, mais en tout cas, c'était difficile parce qu'il fallait avoir une grosse moyenne pour aller en sport-études. Donc, je faisais du hand, j'étais championne de France de hand. Ok. Et, Toi, t'as commencé par le hand, du coup. Ouais, hand et athlétisme. Hand et athlète, ok. Donc, j'étais bonne dans ces deux sports. Et je voulais faire ou sport-études, athlé ou hand, quoi. Parce que je voyais mes copines partir. Et puis, finalement, moi, on me dit non. Et donc, j'ai fait un CAP BEP, bac pro cuisine. Je me suis dit, la cuisine, rien à voir. Ok. Je coupais... Et voilà, j'étais dans cet univers, j'étais chez Potel et Chabot, donc j'ai passé... donc j'ai dû mettre un peu mon rêve de côté, on va dire, entre parenthèses, mais sans forcément l'oublier. Il était là quelque part. Il était là, caché, mais je faisais enfin, être capable de faire une tâche qui est pas du tout pour nous, mais la faire bien. Parce que je pense que c'est, comme je dis dans mon livre, à bras-le-corps, j'ai dû couper beaucoup d'oignons pour faire les jeux. Ouais. Et j'ai appris ce métier qui m'a appris peut-être plein de choses, en fait. Et déjà découvrir un peu aussi où j'habitais, la France, parce qu'en cuisine, on sait des trucs qui viennent, hein, ça vient de Bretagne, donc tu découvres le pays où tu viens. Ouais. En même temps, il y a la discipline, parce que déjà c'est patriarcal et il y avait trop de discipline, donc je pense que ça me créait des repères. Ouais. Et je pense que c'est ça qui m'a aidé aussi à m'intégrer chez les pompiers, parce que j'étais déjà formée à recevoir des ordres et à les appliquer et que ça me dérangeait pas. À me rendre un peu plus conformiste, un petit peu, si j'étais souvent. C'était dur pour toi. Donc voilà, et après je me retrouve chez les pompiers pendant aussi 10 ans. Donc un peu un parcours farfelu. Donc... Et tu continues à faire du sport quand tu commençais à cuisiner, etc. Oui, un petit peu durement, mais un petit peu. Okay. Je lâchais jamais le sport. Okay. En fait, je ne savais pas quel sport où j'allais aller, où je me cherchais un sport. Okay. Je cherchais un sport, je me suis dit la clé, comme on m'avait fermé les portes, je me suis dit peut-être c'est passé des sports-là. Parce que comme ils m'ont dit non aux sport-études, peut-être que j'avais perdu confiance à cette période, j'étais une gamine. Ouais. À 16 ans, on me dit, je me suis dit, ces sports-là, ils veulent pas, mais il y a peut-être d'autres sports. J'avais pensé comme ça, or que c'était pas ça. Oui, on t'avait pas mis de porte, on t'avait pas fermé la porte à l'athlé, on t'avait fermé la porte au sport-études. Au sport-études. Mais moi, pour moi, j'avais compris que c'était pas l'athlé, donc j'ai dit, bon, ce sera pas vous. Donc j'ai cherché un autre sport où je vais aller. Il fallait que je trouve. Et le destin a fait que voilà, je suis rentrée dans une salle à l'âge de 20 ans. Et je découvre un sport que je connaissais pas, des gens en pyjama. Et c'est devenu un sport incroyable, qui a complètement révolutionné et changé ma vie. Quand t'es rentrée, ça t'a fait quoi ? Enfin, c'était quoi ta vision ou... T'as compris déjà tout de suite ? T'as ressenti un truc ou ça a été en mode ils font quoi ? Bon, quand je suis rentrée, ça puait les pieds. Ouais. Voilà, c'était ça que j'ai ressenti. Casser le mythe. Je suis rentrée dans la salle, je suis what the fuck. Non, je vais pas aller là-dedans et tout. Enfin, c'était un gant de boxe géant. Et puis là, en pyjama, c'est quoi ? Enfin, je connaissais pas. Et puis bon, là, j'essaye. Il y a un coach à Villiers-sur-Marne, il me dit, bon, vas-y, il a essayé. J'essaye, et puis là, je me sens bien. Et puis, je me sens forte. Ouais. Je faisais des portées-pompiers. Et puis là, il me dit, si tu continues ce sport, tu peux aller loin. Et puis finalement, celui, j'ai vu en anneau géant. Et puis, je me suis dit, j'irai au judo. C'était... deuxième, première séance, même limite à les séances qui venaient, c'était obsessionnel, je disais ça à tout le monde. Donc j'avais des copains et copines qui rigolaient, puis j'avais une copine qui n'était pas du tout, une meilleure amie, qui n'était pas du tout dans le sport. Pour elle, ouais, pourquoi pas. De toute façon, je lui disais natation, ouais, pourquoi pas. Elle me disait toujours pourquoi pas. Oh, tiens, c'est une bonne idée. Donc comme je changeais de sport chaque semaine, pour elle, vas-y, fonce, quoi. Parce que ça me faisait kiffer, donc c'était génial d'avoir une copine comme ça, qui était complètement éloignée du sport, qui connaissait rien. Pour elle, c'est possible. Et donc, elle me voyait tous les jours, j'y allais, jusqu'à... Incroyable, quoi. Jusqu'à me retrouver au jeu. C'était quelle année les premiers ? 34 ans. Ok. Donc 14 ans, donc 14 ans de pratique. 14 ans de pratique, de galère et de... C'est comme, tu vois, cette montagne, tu vois, c'est une montagne géante et on te dit, et que toi, t'es pas un grimpeur, tu vois. Moi j'image comme ça. Je n'ai jamais grimpé une montagne comme ça et que j'étais pas équipée. Tu vois, il y a des gens qui m'ont à main nue, tu vois. Et forcément, des fois, j'avais des Sherpas, mais des fois, j'avais pas de Sherpas. Donc, j'étais pas du tout accompagnée. Des fois, j'avais pas du tout de Sherpa, tu sais, ou celui qui accompagne. Et il y a eu des moments de vent, il y a eu des moments tellement affreux, durs, où je me posais, je pleurais, je repartais. Et au final, quand t'arrives là, et ça me fait penser un peu à l'alchimiste, parce que les jeux, au final, c'était merveilleux, c'était bien, mais l'ascension. Et souvent, quand on demande et vraiment, et ça, c'est tous les grimpeurs, ils parlent rarement de ce qu'ils ont vu là-haut. Ils te parlent tout le temps de ce chemin. Je pense que toi, t'es bien placé. T'as monté le Kilimanjaro avec
avec ces femmes, et tu les as accompagnées, et c'est ça, c'est exactement ça. Et c'est là la claque où quand je suis arrivée à Rio, c'était bien et tout ça, mais le chemin que j'ai mené pour arriver là, c'était genre pas commun et c'était juste extraordinaire. Et ça vaut toutes les médailles du monde olympique, quoi, tu vois. C'est incroyable. Comment on fait pour pas lâcher en 14 ans? Tu savais que t'allais arriver à ça ou? J'avais une foi, parce que la foi en vrai c'est ça. La foi c'est tu montes des escaliers, tu sais pas. C'est si tu sais pas ce qui se passe aux escaliers. Tu peux tomber, tu peux pas tomber. Et je pense que ça vient du mot que j'avais bien intégré. Je ne connaissais pas son étymologie à l'époque, mais je pense que, tu sais, on dit femme capable. Mais en vrai, capable, ça veut dire quoi? Capable, ça vient de l'étymologie capablis, et qui veut dire recevoir le tout. Recevoir. Okay. Et en vrai, si tu veux pas recevoir le tout, tu peux pas y aller, parce que tu sais très bien qu'il y a une chance aussi, probabilité qu'il se passe rien. Ouais. Et donc, être capable, c'est pas genre, y a que ça marche. Être capable d'accepter tout, le tout. Ouais. Et je pense que c'est ça. J'y allais en me disant, ça peut ne pas marcher. Ouais. Et j'y vais quand même, on voit. Ouais, t'acceptes tout ce qui va venir à toi, tu le prends. Voilà. Par contre, c'est comme le gars en parachute, il saute, mais il sort pas n'importe comment. Il fait son truc, il le prépare. Alors moi, voilà, j'ai essayé de contrôler tout ce que je pouvais contrôler. Voilà mon hygiène de vie. J'étais psychorigide, exigeante dans ce que je mangeais, je m'entraînais, c'était une obsession. C'est-à-dire que j'ai monté toutes mes probabilités de ce que je peux contrôler. Tout le reste, je pouvais pas monter ma probabilité parce que je contrôle pas, tu sais, des fois où t'as pas tes billets, je comprends pas pour le Maroc, où est-ce qu'ils vont m'inscrire, est-ce que ceci, est-ce que cela. Il y a plein de facteurs extérieurs qui étaient tellement difficiles pour moi que, en plus, je travaillais encore à côté, et je me disais que, si moi je m'aidais pas avec ce que moi je contrôle, ça peut pas marcher. Et donc, en fait, des fois, on a l'impression, et ça je le vois quand j'accompagne, c'est qu'on fait pas notre part du gâteau. Et on attend les parts de l'autre côté. Mais déjà, notre part à nous, on la fait pas. Et moi, je pense que c'est ça qui m'a aidée. C'est que j'avais noté tout ce que moi je pouvais. Et genre, je faisais des pactes avec ce que je pouvais. Toi, tu peux gérer ta nutrition, vraiment. C'est ta part. Responsabilité. Je prenais cette responsabilité. Donc, je prenais les peu de responsabilités que j'avais et genre, je les faisais, mais x10. Et ce x10 m'a fait faire des dingueries. Ouais. À me retrouver à gagner des grands prix, des trucs toute seule, de faire des tournées et faire des médailles et devenir le meilleur palmarès du judo marocain, des meilleures africaines. Et je pense sincèrement, ça vient d'être focus de ce qu'on contrôle. Ouais. Et de lâcher prise sur le reste. Voilà. Et c'est quoi qui te donnait l'essence de tout ça? Après, je pense sincèrement que c'est la passion. Okay. Parce que t'as vraiment découvert une passion dans le judo et dans quoi? Dans l'effort? Est-ce que c'est que dans le judo? Est-ce que finalement c'est dans l'esprit de compétition? Est-ce que c'est dans surpasser? Tu sais, j'ai trouvé des photos il y a peut-être il y a une semaine, tu sais, les vieilles photos, hein, pas dans le téléphone, tout ça, des photos, un sac dans la cave. Et j'ai regardé la façon, il y avait des photos de moi ou des photos à quel point j'étais inspirée, émerveillée par les athlètes. Okay. Il y avait mes yeux qui brillaient. Je me rappelle, j'avais pris le truc de Marie-Josée Pérec. Les athlètes représentaient, genre, pour moi, waouh, tu vois. Ça a toujours, c'était ça. Je voulais être ça. Donc, genre de surhumain, genre de... Je sais pas, mais il y avait ce côté, je ressentais, tu vois, par exemple, quand je prenais, c'était Marion Jones à l'époque. Ouais. Et quand elle finissait une course, genre, elle se mettait à chialer, que j'avais une libération, il y avait un truc, il y avait une espèce d'émotion qui me parlait. Tu vois, elle résonnait en moi, tu vois. Et donc, moi, je partais souvent voir les trucs de l'athlétisme, des trucs comme ça. On était invités à faire les paniers, les trucs comme ça à côté des athlètes. Et donc, je pense que c'est sincèrement où je partais à la médiathèque, parce que nous, on n'a pas ChatGPT, j'étais pas, il n'y avait pas d'internet ni rien. Moi, je partais à la médiathèque. Médiathèque, à rechercher la seule chose que je faisais, moi, pendant mes copines, machin. Elle venait juste se poser. Moi, j'allais dans la médiathèque chercher des livres de sport. J'essayais de comprendre. Il y avait les records. Les trucs, ou voilà, les trucs d'athlète, quoi. C'est quoi? Et j'étais une pointure sur le sport, quoi. Et tous les sports, quoi. Ça me fascinait. Et j'achetais des vieilles vidéos où je les empruntais, enfin. Et donc, c'était ça. Et d'ailleurs, toujours, ils me mettaient le message de la médiathèque. Ouais, t'as pas encore rendu la vidéo de... Je l'ai regardée parce que je l'ai regardée 20 000 fois. Je l'ai regardée. Mohamed Ali, quoi. Quand ses combats, je les ai vus, je sais pas combien de fois, quoi. Et donc, je pense que c'est ça. Et donc, en fait, je me suis tellement... j'ai tellement incarné ça dans ma chair, dans mon corps, que la visualisation, elle est devenue évidente. Et donc, c'est ça le pouvoir du cerveau.
Et c'est pour ça qu'on dit des fois, pourquoi il y en a qui réalisent leurs rêves, parce qu'en fait, ils font un ancrage, ils manifestent. Ça devient tellement tellement vision, évident. une vision, on voit ça, tu deviens ça. Ça va, tu triches pas. Et donc je pense que sincèrement, c'était logique, parce que j'habitais tout ça en fait. J'incarnais, j'habitais, et je suis devenue ça. C'est magnifique, trop cool. Après, on voit différemment avec maturité, il y a d'autres messages qui passent différemment, mais ça reste la même chose. Ouais. Et du coup, après, qu'est-ce qui se passe quand on fait 2 Jeux Olympiques, championne d'Afrique, des palmarès, etc., qu'on est au haut niveau? Toi, tu continuais de travailler en même temps? Non, t'as arrêté. Toujours... Les pompiers, t'as toujours gardé? Oui, j'ai arrêté. Après les pompiers, j'ai arrêté. Voilà, t'as arrêté à un certain moment. Et qu'est-ce qui se passe dans une reconversion? Je sais que là, t'étais encore dans les compétitions pour les JO 2024 à Paris. Donc, t'es toujours, on va dire, à un très haut niveau, très, très haut niveau. Qu'est-ce qu'on fait à côté et comment on fait pour faire une reconversion qui a du sens finalement? Là, le podcast s'appelle Sens et c'est aussi dans ça où moi, ça m'intéresse beaucoup de parler avec toi. C'est comment le parcours d'une sportive, parce que je pense, est-ce que ça avait du sens pour toi d'être sportif de haut niveau? Est-ce que tu avais tout pour toi? Complètement. C'était évident et c'était mon sens. Voilà. Et donc, comment on fait quand on a trouvé son sens? Et que du coup, à un moment, le sport, malheureusement, c'est un truc qu'on peut pas faire jusqu'à ses 90 ans, en tout cas à ce niveau-là. Comment on fait pour continuer dans ce sens? Et qu'est-ce que tu as trouvé, toi, dans cette continuité du sens? Parce que je trouve que c'est magnifique de trouver sa passion, de vivre de sa passion, de trouver du sens. Mais le sport, c'est quand même un des seuls trucs où la carrière, à un moment, elle est obligée de s'arrêter. Parce que le corps, il suit plus, ou en tout cas, il soit pas à ce niveau-là. Et comment on fait pour, du coup, continuer à conserver ce sens? Et qu'est-ce que tu as trouvé finalement toi dans tout ça? Est-ce que finalement le sens c'était la compétition? Est-ce que c'était de se dépasser tous les jours? Est-ce que c'était de rencontrer des gens? Est-ce que c'était de s'entraîner? Est-ce qu'il y avait pas quelque chose finalement derrière tout ça? Après, j'avais justement dans cette quête de sens, ces chemins un peu en fait, j'ai l'impression que toute la carrière, par moment, j'ai compris que en fait, j'en avais besoin pour mon ikigai que j'avais déjà trouvé bien avant d'enchaîner ma carrière olympique. Pourquoi? Et c'est peut-être pour ça que je remercie la personne qui m'a dit que je peux pas aller en sport-études, parce qu'aujourd'hui, à refaire, tout est à sa place. En fait, ce qu'on vit, chaque chose est à sa place. Même si je pourrais dire, pourquoi elle m'a pas dit non, pourquoi elle m'a... En fait, même le passage en cuisine, c'est-à-dire que chaque chose que j'ai vécue devait être là pour moi aujourd'hui. Et donc, c'est là le sens de tout ça. Et donc, mon ikigai, moi, je l'avais trouvé chez les pompiers. On se pose des questions. Est-ce que c'est mon métier? Est-ce que c'est vraiment ça? Moi, je sais que les pompiers sauvent des vies. Je suis philanthrope. J'ai un côté très social. Je suis humaniste. Donc, sauver des vies, ça me parle. Super-héros, j'aime bien. Faire du sport, ça collait. Puis, c'était les premières femmes. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, quand j'étais derrière les camions et que je parlais aux victimes, j'étais à ma place. Et je parlais même pas dans le soin, où j'étais là, ou des bobos, ou des trucs, ou des massages cardiaques. Non. Je parle que dès lors, en fait, on fait 80% de cas psy, parce qu'on parle aux gens. Et que moi, j'aimais bien demander à mes collègues d'aller derrière, et je m'asseyais et les gens me parlaient. Ça pouvait être des gens qui sont alcool ou qui te racontent vraiment leur misère. Puis je me suis rendu compte que j'étais dans le 6e, et c'est là où moi, j'ai grandi en cité, moi j'arrive dans le 6e arrondissement, et je me rends compte dans le 6e des gens qui sont très riches et qu'il y a une misère sociale, de solitude, des gens qui sont tristes, ils ont les mêmes mots que je peux trouver à la cité. Et ça m'a fait vraiment pris conscience qu'en fait, la douleur des gens, elle a ni odeur de billet, elle est, c'est pluriel, c'est pour tout le monde, pareil. Et ça, j'avais beaucoup pris conscience à cette période. Et que mon ikigai qui veut dire sa raison d'être, être payé pour ça, être pleinement utile, parce que tous les êtres humains, ils ont envie de se sentir utiles quelque part, trouver leur place. Et moi, mon ikigai, c'est vraiment un mot japonais que j'admire, que j'aime beaucoup, qui me parle. Et donc, c'était à ce moment-là, mais je ne le savais pas. J'aimais ça. Je posais la question à chaque fois. Les collègues sont saoulés très vite. Tu vois, non, ils n'aimaient pas, vas-y, va, toi, va parler. Que moi, j'y allais et que j'aimais bien réconforter. Et que ça me créait forcément quelque chose, et ça c'est les psys le comprennent parce qu'il y a aussi ce côté-là chez nous, une satisfaction quand on sent que ça se passe bien. Donc la personne, on sent qu'on a été utile et que ça se passe bien. Et donc ça me procurait quelque chose où je me sentais à ma place.
Et puis j'ai laissé ça de côté parce que pour pouvoir réussir à faire ça, il fallait que je fasse mon chemin en fait. Ouais. Donc tout ça, je le sais pas, mais je l'ai découvert bien après. Mmh. Et donc je fais mon chemin. Il fallait que je me traverse. Parce que la carrière de haut niveau, tu te traverses. Ouais. C'est-à-dire que tu n'as pas d'ennemi, tu n'as pas d'adversaire. C'est ton C'est adversaire toi, le plus terrible, c'est toi-même. Tu te fais la guerre. Parce que ça ment pas quand on est arbitré, ça ment pas quand il y a des gens qui te regardent, ça ment pas. Ça sort tout ce qui est toi. Et donc en fait, tu es confronté avec ton côté le plus sombre. Et donc tu apprends à te connaître. Qu'est-ce qui va pas? Donc c'est comme aussi une thérapie. Et donc j'avais besoin de me traverser, de comprendre ce chemin pour honorer mon ikigai plus tard. Ouais. Et donc forcément, je savais ce que je voulais faire moi, directement dans ces années-là. Je m'y approchais, donc je m'étais déjà formée pour faire de la prépa physique, donc j'étais un peu dans le lien au départ. Puis après, c'est pas assez, donc j'ai fait un DU en prépa mentale. C'est pas assez, je vais dans la faculté de psychologie, psychanalyse, parce qu'il fallait que je comprenne la psychologie, donc je retourne à l'école. Et finalement, voilà, thérapeute, c'est moi, tu vois, j'aime ça, tu vois. Ça a du sens pour moi d'accompagner les gens. Voilà, juste les accompagner, en fait. On peut pas changer les gens, ni rien, mais on les accompagne à un cheminement. Et j'ai trouvé que c'était ma place. Je suis capable de supporter ça. Ouais. Parce que si on n'est pas capable, tu peux pas faire ce métier. Et donc, et puis, j'avais ce truc-là, même avec les gens. J'avais ça. Athlète, oui, j'étais toujours celle qui avait ça. Venez me parler. Ouais. J'avais ça en moi, les athlètes africains, machin. Peu importe, on toquait à ma porte et voilà, j'étais connue pour ça, en fait. J'écoutais et j'essayais, d'accompagner ou trouver le mot juste ou essayer à mon niveau. Et parce que j'aimais bien faire ça tout simplement, accompagner. Et donc voilà, je me suis dit, ça sera ton métier, ma grande. Let's go, vas-y, à bras le corps, comme on remet sur un autre cheminement, quoi. Et donc voilà, j'ai ouvert Kintsugi People, c'est mon structure à la base, parce que j'avais découvert en 2014 au Japon, en 2014-2015, un bol, au Japon, un bol qui se cassait, qui le recollait, on mettait de l'or. Ouais. Et on se sublimait, donc le truc qui se casse, ok, il est éparpillé, on prend le temps de retrouver les morceaux, on les colle, la glu, on colle, on attend que ça sèche. Puis là, on va sublimer chaque... Et ça va être encore plus beau qu'avant. Et ça va être plus cher et plus beau. Et on va montrer ces fissures sublimes au monde. Waouh, ça m'avait bouleversée parce que je me suis vue en ça. Il y a un côté résilience, mais plus. Je me suis dit, régénération, puissance, 20, quoi. Je me suis dit, en fait, moi, je suis ça. Waouh, j'ai réussi à faire ça. Et je me dis, puisque j'ai fait ce travail sur moi, continue à le faire, c'est censé éternel, parce que les dorures, c'est infini, on continue à les faire. C'est pas un travail qu'on laisse. Par contre, je vais accompagner les gens peut-être à faire leur propre kintsugi, qui savent le faire, qui restent autonomes à le faire. Ouais. Donc, j'ai créé ce mouvement, une structure où j'accompagne en tout ce qui est... Il y a un côté où je fais de la prépa mentale, il y a un côté où je fais de la thérapie pure, très ciblée résilience, tout ça, et je suis aussi formatrice dans des grandes écoles, en ressources mentales pour les étudiants. Et puis, conférencière et auteure aussi. L'année dernière, un livre qui s'appelle À bras le corps, une odyssée de résilience olympique. Qui est ça. Tu vois, j'ai une bibliothèque qui est ici et c'est vrai que j'étais émue d'avoir mis, il y a le casque de pompier, là, mes médailles, il y a toute ma vie là-dedans, mes livres, tellement de choses qui représentent tout ce parcours. Et elle me tient à cœur cette bibliothèque. Et en fait, le livre, quand je l'ai posé, j'étais émue, quoi. J'ai dit, waouh, voilà, tout ça, c'est ça. Ouais. Tu vois, il y a une fierté immense quand je l'ai fini, ce livre, parce que c'est pas du tout un livre thérapie, c'est plutôt un livre transmission. Ouais. Parce que j'avais envie de l'écrire de cette manière, où 12 chapitres. 12 chapitres forts, acceptation, vulnérabilité, apprendre à s'aimer, rester jeune, intégration, injustice, audace, prise de risque. Donc, rencontre magique. Donc, il y a chaque chapitre, en fait, chaque être humain peut se retrouver dedans, que ce soit athlète ou pas. Et donc, ça parle aux gens, parce que tout le monde a traversé ces mots, mots M-O-O-T-S ou M-O-X. Et donc, finalement, je raconte une histoire. Je donne des outils à cette histoire de comment j'ai fait. Ouais. Si vous en voulez pas, c'est OK.
Par contre, je vous laisse 10 livres, 10 films, 10 docus. Allez chercher un peu plus. Ouais. Peut-être que c'est pas moi qui va vous trouver accompagné dans cet éveil, mais il y a d'autres auteurs qui sont forts, que j'ai lu et qui m'ont aidé. Donc je voulais partager le maximum ce qui m'a permis de construire ce Kintsugi. Le savoir, en fait, pousser les jeunes à creuser, à être curieux, voilà. Donc voilà. Moi, je vais faire le petit retour par rapport à ta carrière justement d'athlète et là de faire le lien avec la partie mentale. Est-ce que, bon, on sait tous que le sujet mental aujourd'hui, on en parle un peu plus, on découvre qu'il y a des grands sportifs qui allaient pas bien du tout, qui ont été en dépression toute leur carrière, etc. Justement, je crois que c'était Iriner qui l'a quand même beaucoup dédiabolisé dernièrement et qui en a parlé concrètement, que lui, il passait sa vie avec un psy, un coach mental, etc. Donc c'est marrant parce que ça vient du judo aussi. Toi, c'était quoi ta vision du mental, de l'accompagnement psychologique quand t'étais, ou ça a été quoi, ou est-ce que t'as senti un manque quand t'étais... Alors moi, je l'ai compris très très vite qu'il fallait que je me fasse accompagner. Okay. Vraiment pas en psy, mais en prépa mentale. Donc je faisais partie vraiment des premières à avoir eu cet outil. Voilà. En 2013, de personnes en parlaient encore, même en France. Et je faisais partie avec Laurent Mességuet, des premiers préparateurs. Voilà, après maintenant c'est plus... Mais vraiment à mon époque, c'était pas vraiment courant. Ouais. Et je sais que ça avait changé la donne aussi. J'avais compris que finalement, ça se passe aussi dans ce pilier-là qui est très très puissant et très fort. Et puis, je pense que c'est ma curiosité. Moi, j'ai grandi à lire des livres de Boris Cyrulnik sur la résilience, Vilain petit cadavre. Enfin, je sais que j'étais curieuse de lire vraiment sur la psychologie. Donc, j'ai beaucoup de livres là-dessus, Le guerrier pacifique. Enfin, j'allais toujours lire quelque chose qui allait m'éveiller. Je pense que les livres, c'était mes psys. Parce que des fois, peut-être ça coûte un budget d'aller voir à l'époque tout ça. Et donc, je me suis dit, peut-être, je vais trouver des solutions dans les livres. À travers des histoires, à travers des solutions, des choses. Donc, je lisais. Je passais ma vie à comprendre. Et puis, s'il y a des trucs que je ne comprenais pas, j'allais chercher. Et puis, en fait, c'est ça qui est magique avec le savoir, c'est que plus on trouve quelque chose, plus on sait qu'on ne sait rien. Et plus encore on ne sait rien. Et tu sais encore rien. Et c'est infini. Et c'est ça qui te rend en humilité, parce qu'à chaque fois, tu sais rien. Exactement. Et c'est ça qui est magique et que j'aime avec ça. Et puis au final, tu te sens un peu plus solide, en fait. Ça te construit, en fait, tu as une vision. Et puis, je pense que le fait que moi, déjà, je viens de la diaspora, sur moi, il y a un chapitre que j'aime beaucoup sur l'intégration, l'injustice et l'intégration. Il y a des choses qui sont réelles. Et je sais que moi, le fait que je me suis instruite, j'ai beaucoup lu tout ça, je connaissais mes droits, je connaissais mes devoirs, je connaissais certaines choses et que je pense que la plupart, par rapport à mon parcours des choses, j'ai réussi à être lucide où est-ce qu'il fallait que je sois en confrontation ou pas. Et ça m'a beaucoup aidé. Parce que des fois, on a envie d'être en confrontation pour être en confrontation. Il y a des fois des confrontations qui ne servent à rien. Par contre, il y a des confrontations utiles. Voilà, il faut choisir ses combats. Voilà, il faut choisir ses combats et des combats alignés qui vont te servir sur ta route et ton couloir. Carrément. Des fois, on est tellement agité dans l'intérieur qu'on fait des confrontations que avec soi. Des fois, on a l'impression qu'on fait des confrontations extérieures parce qu'on veut aider, mais c'est juste que ça résonne le mal qu'il y a. Par contre, si c'est pas agité à l'intérieur, que tu es lucide, là, tu peux faire une confrontation et que c'est utile. Et ça, j'arrête pas de répéter, d'en parler beaucoup aux jeunes, d'être dans des confrontations justes et alignées. Voilà. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qui m'a beaucoup aidé grâce à la lecture, grâce à apprendre des choses. Et puis voilà, et puis avoir toujours le doute, tu sais, d'une science infuse, des vérités. Il y a plusieurs vérités, et puis d'être tout le temps dans le doute. Parce que c'est le doute qui fait garder mon empathie, déjà. Parce que c'est important. Parce que c'est ça, en fait, en réalité. C'est d'être en doute de certaines choses, d'aller chercher de toi-même. Tu gardes ton côté humain, tout simplement. Carrément. Que c'est pas juste, c'est linéaire, c'est comme ça. Donc, du coup, après, tu te sépares de l'autre. Donc, j'essaie de garder le doute toujours des choses et d'aller les chercher par moi-même. Et c'est important. Pas juste écouter la télé ou parce qu'on m'a dit, voilà. C'est parce qu'on m'a dit, non. Va chercher toi aussi de ton côté et éveille, quoi. Cherche un éveil, et ça, c'est important. Et puis, l'association, ça, c'est mon petit bébé. C'est ce que j'allais dire. J'allais y venir. Parce que, comme tu l'as dit, tu es une humaniste. Et justement, dans tout ça,
Et c'est là aussi un peu le fond du pourquoi de je suis là aussi. C'est comment on met le soutien psychologique, la force mentale, le coaching mental, etc. au service de l'humain. Parce que finalement, si les êtres humains ils vont pas bien, il n'y a rien qui va. Personne ne va pouvoir porter des projets, personne ne va pouvoir rien faire. Et du coup, bah forcément, tu as mis un petit peu de social dans ton action. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? Alors, il y a l'entrepreneuriat, mais il y a aussi moi je suis une fidèle à l'entrepreneuriat social, hein, comme tu sais, la citation Massage, je suis parce que nous sommes. Et tu sais, tu fais partie aussi des personnes qui, sur mon chemin, qui m'ont aussi éveillée, parce qu'on rencontre des gens qui font des choses. Bah, toi, c'est toute ta vie, ça. Voilà, c'est cet impact que tu fais, par exemple, quand tu pars au Sénégal. Et voilà, c'est ce côté social et côté associatif. Et moi, j'avais ça, quelque part, mais c'était pas le moment. À chaque fois, les choses, quand elles doivent être faites, voilà, c'était pas le moment. J'ai fini ce que j'avais à faire, un peu plus stable, machin. Voilà, ma carrière a été arrêtée. Maintenant, je peux. Exactement. Voilà, it's time. C'est le moment. It's time. Ouais, c'est des chapitres dans la vie, finalement. Voilà, c'est des chapitres. Et puis, il y a eu Kintsugi Vibes. Voilà, Kintsugi People, c'est ma structure. Avec Kintsugi Vibes, voilà, j'avais envie de donner ce nom. Et qu'est-ce que c'est Kintsugi Vibes? Donc, c'est une association dédiée à la santé mentale. Surtout que 2025 en France, c'est la cause nationale. Ouais. Aujourd'hui, ça devrait être la cause tout le temps. Il n'y a pas que 2025. Parce qu'encore une fois, hein, quand la tête et l'être n'est pas disponible, le faire, on reste toujours des êtres humains. Et c'est vrai que c'est un point qu'on retrouve moins, tu vois, sur cet aspect psychologique. Donc c'est vrai que dans l'urgence, il y a des choses humanitaires qui se font, tout ça, parce qu'il y a des urgences, mais il n'y a pas beaucoup sur le soutien psychologique. Clairement. Et moi, c'est ça qui me parle. Voilà, j'ai envie d'aller là-dedans, dans cette direction. Et j'ai rendu accessible, vulgariser la psychologie. Donc voilà, comme je disais, Psy dans ma cité, c'est ce que je fais 2 fois par mois où je me positionne quelque part et ils savent qu'il y a un rendez-vous, des gens qui viennent me voir et que voilà, je me déplace dans des banlieues, dans des cités où je suis là pour les gens. Et puis aussi, j'ai créé la marche de la régénération. Donc c'est une marche, on va dire, qui impacte, qui claque, qui bouleverse. Qui fait bouger les choses. Ouais, qui bouleverse, qui ne change pas parce qu'en réalité... les gens, c'est pas ça mon but principal, parce que ça donne un peu un élan. Waouh, il y a ça. Et donc, voilà. Et puis, je crée une synergie entre les gens. Et puis, mon but, c'était de mélanger. Voilà, je peux très bien avoir des avocats, des chefs d'entreprise, peu importe, des gens qui gagnent bien leur vie, des gens qui sont RSA, ou qui ne gagnent pas, et qui ont du mal et, financièrement, et les mettre au même endroit, voilà, à la même direction, à la même journée, dans ce silence, voilà, et dans tout ça. Vous faites quoi exactement dans cette marche? Donc, pas exactement, voilà. Mais en gros. Bah, c'est des gens qui... C'est beau parce que tu parles de sens. Et donc, en fait, pour trouver son sens, il faut savoir le perdre. Réellement, pour de vrai. Donc, je les invite à perdre des sens. Et propres, vraiment. Donc, voilà, des fois, le silence peut faire du bien. On est dans un moment où on parle beaucoup, on s'écoute pas. Donc, voilà, j'essaye de les accompagner à être... Voilà, plus, on va dire, dans le flow, dans ici, maintenant, ce moment, par juste, écouter vraiment ce qu'il y a autour d'eux, sans forcément s'exprimer par la voix. Ils auront le temps de le faire. Il y a un moment où ils perdent le sens de la vue. Voilà. Parce que des fois, par moment, notre perception, elle est très guidée par nos croyances. On voit ce qu'on croit. Voilà. Et des fois, ce qu'on voit n'est pas vrai. Donc, par moment, il vaut mieux pas avoir la vue, quoi. Perdre la vue, c'est pas facile. Et puis, voilà, il y a des ateliers qui sont très impactants où je fais aussi libérer la voix. Quand on libère la voix, on trouve notre voix. J'aime bien le langage d'oiseau. Et il y a aussi ça, en fait, c'est pouvoir, s'exprimer à l'autre. Et au final, moi, là-dedans, je suis juste une observatrice. J'accompagne, mais c'est eux qui font tout. Mais voilà, ils se coachent entre eux. Ils se partagent. Voilà, il y a des choses, leurs mots, leur joie, leurs solutions, leur consécration, tout est là. Et aidez-vous. Et c'est là, je suis parce que nous sommes. Et donc, il y a des liens qui se font. Jamais ces gens-là, ils se sont rencontrés peut-être dans la vie. Ils se sont rencontrés à la marche de la régénération. Je voulais créer ce pont grâce à la santé mentale. C'était important pour moi, donc j'espère qu'elle aura une longue vie. Donc, voilà. Ça permet quoi finalement? Quelque chose comme ça.
Ça permet d'ouvrir les cœurs, d'ouvrir un peu, d'être un peu plus éveillé ce qui est autour. Et puis surtout, c'est un moment de pause. Encore une fois, ce que je suis pas en train de dire, une journée, ça y est, on a fait notre thérapie, tout ça, ce serait mentir, c'est pas vrai. Cette journée, en fait, parce que ça, c'est vraiment un volet de la marche, parce que je fais aussi autre chose, mais sur la marche, cette journée, quand on y vient, elle peut ouvrir des portes en nous. Des trucs qu'on a laissé fermer, on n'a pas envie. Moi, j'ai des gens vraiment qui sont toujours solitaires, ils n'aiment pas se mélanger, et, ils décident de venir. Généralement, quand on vient, il y en a qui sont réticents, mais finalement, quand ils sont happés là-dedans, ça les bouleverse. Ça peut, voilà, tout simplement donner, tu vois, cette petite... tu vois, quand je dis l'ice bath, quand je fais beaucoup de bain glacé, tu fais comme un... Tu sais, quand t'es dans le froid, là, tu rentres dans le bain glacé... T'es pas en train de penser à ton divorce, t'es pas en train de penser j'ai un crédit, je suis de ceci, cela. Tu penses à tu vois. Respirer, comment on fait. Voilà, donc il y a beaucoup d'ateliers de respiration et t'es dans le ici, maintenant, ce moment. Et c'est ça que je cherche aux gens, de les happer, voilà, d'être full conscient. C'est mon but. Dans la marche c'est très difficile d'être full conscient, vraiment très difficile. Surtout aujourd'hui plus que jamais parce qu'on a des stimuli, le téléphone, tout va trop vite. Et de réussir juste à être là pleinement avec les gens, de les regarder et de connecter avec eux, d'être là, le cerveau, ça lui fait du bien. C'est là où vraiment le cerveau se repose. Parce que, voilà, il redescend un petit peu. On apprend à respirer, qui dit respiration spirale, c'est notre ancre. Parce que nos poumons et le cœur, c'est un couple, le plus beau des couples dans le corps humain, c'est le cœur et les poumons. Et si le cœur n'est pas oxygéné, les poumons ne sont pas oxygénés, le cœur il commence à trop battre, il comprend pas, donc il va être fatigué. Et donc en fait la solution elle est là, c'est très scientifique ce que je dis, c'est qu'on a besoin de vraiment respirer. Savoir, on vient au monde, on inspire, on part de ce monde, on expire, mais entre on suffoque. Et donc par moment, quand on respire vraiment, on dégage cette zone oppressée, parce que toute la tristesse, tout les stress, il vient là. Les émotions peuvent venir, il y en a qui rigolent, il y en a qui pleurent, il y en a qui... Waouh, ils se découvrent. Et puis, par expérience des respis que j'ai fait, le retour, il est que les gens, ils voient à quel point ils sont merveilleux, à quel point ils sont lumineux, à quel point ils sont bons. Parce que généralement, les gens qui sont pas bien, des fois, ils sont tellement en culpabilité qu'ils sont des mauvaises personnes. On n'est pas nos pensées, on n'est pas des fois nos actions, on n'est pas... Des fois, on fait des choses. Et donc, en fait, on prend tout ça comme si on était des gens pas bien. Et donc, les gens, ça les rend tristes. Je pense sincèrement que c'est ça. Et des fois, quand ils se posent et qu'ils voient que finalement, c'est des gens bien, en fait, ils se mettent en émotion, tu vois. Et donc, il y a un truc qui se crée. Il y a de la vulnérabilité. Et donc, moi, j'ai des hommes là-bas se mettre en vulnérabilité avec des femmes. Je trouvais ça tellement beau. Un homme qui s'est mis en pleurs et devant toutes les femmes. Et je trouve ça tellement d'une force et là, d'une virilité. En fait, il embrasse sa part de féminité et il est OK avec ça. Je trouve ça tellement beau, quoi. C'est une destruction. Enfin, ça déconstruit... tellement de croyances que voilà, l'homme il faut pas qu'il pleure. L'homme, c'est vrai que j'en ai moins des garçons, mais quand j'ai des hommes comme ça, je lui dis à chaque fois en partant, j'ai dit c'est chaque garçon faisait ça dans le monde, il y aurait je pense beaucoup plus de paix, de se remettre comme ça et de travailler sur soi. Donc voilà, j'essaye à mon niveau d'apporter ça et je continue parce que j'aime bien faire ça. C'est quoi le risque aujourd'hui finalement dans cette société justement, tu vois, tu dis on n'a pas de moment calme, je vais même pas parler de santé mentale, etc. Mais c'est quoi le risque finalement du téléphone et de toutes ces choses-là où on est tout le temps en permanence, je sais pas, agressé par 1 million d'informations, de la surinformation. On dit qu'aujourd'hui on a 1 million de fois plus d'informations que nos grands-parents sur une vie. Enfin tu vois, on a un écart de tout ça. Comment on fait pour respirer, ou c'est quoi l'importance finalement dans la vie d'avoir ces souffles? Et moi, je pense sincèrement qu'on a des maladies, donc le corps somatise plus qu'avant. C'est factuel, c'est ça. Donc je pense que le risque premier, il est là. C'est que le corps humain, il est archaïque, il est comme avant et il s'adapte au mieux, mais il ne s'adapte pas à plein de choses qu'il ne comprend pas. Donc lui, il suragit. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup plus de taux de cortisol qu'il y a 10-15 ans. Donc, et pourtant, même pendant des périodes de guerre, tout ça, enfin, ce qu'on fait aujourd'hui, on n'est pas là en France. Je pense, la guerre, c'est vrai, dans certains pays, c'est affreux. Mais là où on vit, on n'est pas en fait menacé de mort tous les jours.
Et pourtant, on vit comme si... Donc le corps, lui, bah, il fait que te protéger. Attention, ouais. Il te dit que tu vas mourir tous les jours, donc il ne comprend pas, les cellules ne comprennent pas, elles se divisent. Et on sait très bien quand les cellules se divisent, ils créent le cancer. Le cancer, c'est un peu... En gros, c'est ça. C'est une inflammation du corps à outrance, à constance. Et tu pérennises ça tout le temps. Finalement, ben, le mal a dit, quoi, il va parler, et puis finalement, il va être fatigué. Et puis, bah, il y a deux solutions. Hein. C'est une maladie, c'est dur ce que je veux dire, hein. C'est terrible, hein. Mais j'espère que les gens qui vont nous écouter vont comprendre ce que je veux dire dans ma bienveillance de la phrase. C'est que par moment, la maladie, elle est quelque chose de bénéfique pour l'être humain, pour lui dire « allô ». Elle envoie un message. Des fois, il y a des maladies, on n'en meurt pas. Ouais. Il y a des fois des maladies pour dire « hé, toc toc, copain ou copine, fais quelque chose ». Donc, c'est une alerte qui est précieuse par moment. Des fois, quand il y a des gens qui sont malades, ils chouinent, je fais « non, c'est un super message ». Et des fois, il y a des gens qui changent complètement leur vie parce qu'ils ont compris ce message. Ils vivent heureux parce qu'ils ont frôlé la mort. Et donc, voilà, comme notre corps, il est notre allié, il faut savoir l'écouter. Et donc, je pense que c'est ça ce qui est terrible. En fait, on est plus connecté déjà à la Terre. Tu vois, par exemple, quand toi, tu vas souvent en Afrique, c'est quelque chose que tu vois, pareil, on a inventé notre caoutchouc, bah, je ne suis pas en train de dire, hein, je n'ai pas envie de marcher dans le métro pieds nus, ok. Mais on a oublié, tu vois, la dernière fois, j'ai fait enlever les chaussures à la marche de la régénération, j'ai fait marcher pieds nus, on était dans la nature. Et il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, bah, moi, ça fait peut-être 10-15 ans que je ne fais pas ça, mis à part la plage, tu sais. C'est-à-dire que rien que la connexion, les pieds, de marcher, les sensations, proprioception, perception, les trucs basiques, quoi, tu vois, on le fait plus, en fait. Et comment on peut revenir à ce qu'on était vraiment? Déjà, rien que ça. Des choses comme ça, aller plus en nature, des fois. Voilà. Alors, le divertissement, comme j'en parlais tout à l'heure, c'est quelque chose de bien. L'être humain, il faut qu'il se divertisse, et c'est bien, mais pas à n'importe quel prix. Il y a des fois, peut-être pas choisir le divertissement, mais peut-être aller prendre soin de sa santé mentale. Donc le divertissement, il peut être là, mais il peut juste masquer. C'est juste le petit truc, c'est comme le petit pansement sans en avoir nettoyé en dessous. Donc peut-être investir dans quelque chose où peut-être ça va être difficile au début, mais j'ai peut-être besoin pour moi, tu vois, pour que je me sente bien, parce que tu le fais pas que pour toi et on le fait pas que pour nous. C'est ce que je me suis aperçue. C'est-à-dire que dès lors que je commence à travailler pour moi, je sais que ça se répondait sur ma famille, sur les gens autour de moi. C'est-à-dire qu'en fait, je suis parce que nous sommes. C'est-à-dire que si toi, t'es pas bien, tu vas affecter les gens autour de toi. Ouais. T'es agité, forcément, ton agitation va toucher tes enfants, et puis ça recommence. Et donc, c'est ça, au final. C'est que dès lors que toi, tu te sens bien, bah, en fait, tu es une source de lumière, tu vas la propager, les autres, ils vont te la redonner. Et en fait, voilà, chacun joue ce rôle-là. Mais par contre, voilà, c'est pas c'est très social, en fait. C'est prendre soin de soi, c'est comme si tu prenais soin de l'humanité. Et j'aime bien dire cette phrase parce qu'elle est vraie. Quand tu prends soin de toi vraiment, quand je dis prendre soin de toi, vraiment ton alignement, tu prends soin de ce que tu manges, parce que tu vas impacter si tu as des enfants, les gens autour de toi, au travail, tu vois, tes chefs d'entreprise, si toi tu prends soin de toi, la façon que tu vas parler à tes employés, tes collaborateurs, peut-être il y a certaines choses que tu vas les éveiller, tu les inspirer, eux derrière ils sont bien, ils vont éveiller leurs enfants. On est tellement un fil rouge entre nous. Si toi, tu prends pas soin de toi, bah, finalement, bah, tu détruis quelque chose qui est beaucoup plus grand. Et tu t'en rends pas compte, en fait. On le sait pas, comment on saccage. Donc, je pense que c'est la plus belle et grande responsabilité. Étymologie répond 2 d'un être humain, c'est prendre soin de sa santé mentale. Et moi, je dis chaque projet a besoin d'une thérapie. Que ça soit couple, tu veux te marier, fais une thérapie. Il y a 2 genres d'êtres humains. Celui qui fait une thérapie, celui qui en a besoin. Enfin, celui qui fait déjà une thérapie et celui qui devrait en faire. C'est simple, tu veux faire un mariage, un couple, fais une thérapie. Tu veux faire un projet, fais une thérapie. Mais quand je dis thérapie, c'est pas forcément quelque chose sur 10 ans, tu vois, on a vraiment le truc. Ouais. C'est à un moment donné de te positionner, ok, voilà, sur quoi je me mens. Tu vois cette phrase qui déglingue les gens. Ouais. Moi, je me la pose souvent, je t'assure. Des fois, attends, on se mitonne tout le temps, tous les jours. Et je suis sûre, Adrien, tu vas me dire, putain, je me suis mitonnée moi aussi. Des fois, on se ment sur des trucs ou des machins, on passe à côté pour pas travailler. Et la question qui est très difficile, et des fois j'arrive à me la poser, alors des fois je me la pose peut-être 1 fois par semaine, 2 fois par semaine. Des fois, si je vois qu'il y a un truc agité, ou j'ai fait un truc, ou un truc qu'il y a quelque chose qui va pas dans ce que j'ai. Donc, au lieu de me mentir, parce qu'on aime bien, c'est très facile, par habitude on le fait ça, tous, c'est sur quoi tu te mens. Ouais.
Putain, elle donne claque. Mais franchement, ouais. c'est une question qui te gifle. Parce que tu trouves. Tu vois, je vais te donner un exemple. Ah non, c'est facile. Je vais te donner un exemple. Là, rien que là, tu m'as dit, je peux te sortir 3 exemples. J'ai des gens qui m'ont appelé ce matin, quelqu'un que j'accompagne qui me dit non, mais de toute façon, moi, le sport, je pourrais pas le faire, je suis sédentaire, machin et tout, parce que le boulot, ta. Et en fait, et puis on en rigole parce que je lui donne un clin d'œil, parce qu'on a fait un fou rire derrière dessus, et je lui disais ton truc, je vais le partager, elle me dit c'est bien, partage-le. C'est que, elle m'a dit, bah franchement, j'ai dû faire au moins 6 mythos dans une phrase. Et je lui dis, sur quoi tu te mens? Ouais, parce que j'ai pas trop envie, et je procrastine. Et c'était ça. On trouve maintenant la solution pourquoi tu procrastines. Mais si tu te racontes des histoires tout le temps, et tu les crois, tu deviens cette histoire. Ouais. Et donc, sur quoi je me mens, c'est la question vitale pour chaque être humain. Sur quoi tu te mens? Parce qu'on est des gros mythos. Sur quoi tu t'es menti dernièrement? Raconte, si tu me l'as dit. Partage-nous, sur quoi tu t'es menti? Allez, vas-y. Ah, c'est violent. C'est violent. Il y a des trucs qu'on bien sûr, bien sûr. Tout le temps, tu vois, c'est des trucs. Tout le temps. Et je suis le premier à dire toujours, faut arrêter de se mentir à soi-même, parce que c'est important, et même dans les projets, tu sais, en Afrique, etc. Les gens, ils vont dire, oui, on fait ça en une semaine, frérot, on sait qu'on peut pas le faire en une semaine, arrête, on le sait. Et aussi bien sur la réalité de la vie que sur notre réalité à nous, et sur notre capacité à faire les choses. Ça peut être des petites choses, comme des grandes choses. Des très grandes choses, ouais, carrément. Et au final, si on arrive à se poser cette question, donc ça te recentre. Mais après, voilà, c'est ça aussi la thérapie, c'est aussi ça, ce travail quotidien, le petit courage de chaque matin, de se positionner et puis de faire à son niveau. Hein. Personne n'est parfait, personne ne sera parfait. Et donc, on sera toujours des êtres imparfaits. Mais dans ce côté imparfait, comment on peut réussir entre nous à avoir des relations saines, quoi. Et est-ce que tu penses que le sport, parce que là, du coup, c'est une partie un peu psychologique, etc., on va dire un peu plus dans la tête, est-ce que le sport, finalement, c'est pas une réponse à ça aussi? Bien sûr. Enfin, il y a l'esprit, il y a la tête, tout ça, mais il y a le corps. Tu vois, j'aime bien la citation, et puis je ne saurais plus qui l'a dit, mais elle est magnifique. C'est prends soin de ta maison pour que ton corps, c'est ta maison, pour que ton âme puisse y habiter. Ouais. C'est puissant. C'est-à-dire que, voilà, c'est comme un arbre, tu vois. Ton corps, c'est ton véhicule. Ouais. D'ailleurs, le mot sport, on dit c'est désporter, c'est divertissement. En réalité, c'est aussi transport. Ouais. Tu te transportes, ton corps, tu le transportes, quoi. Et donc, voilà, moi, je suis toujours contre la sédentarité. J'essaie de pousser les gens, peu importe le poids qu'ils font, peu importe qui sont, même ceux qui sont handicapés, qui nous donnent des exemples qui sont extraordinaires, des Kintsugi qui font du sport. Carrément. Ils sont là, en fait, j'ai l'impression, ces gens, pour nous éveiller, nous. Ouais. Quand je vois les Paralympiques ou les handicapés qui font du sport, moi, j'ai des amis, c'est incroyable. Je dis que vous êtes là pour nous éveiller. Vous êtes des êtres exceptionnels, vous êtes là pour nous donner des messages. Ça, c'est les super-héros de la Terre. Voilà, ils sont inspirants, tu vois. Et donc, je pense sincèrement que peu importe qu'on a un mal intérieur ou physique ou peu importe, l'être humain n'est pas fait pour être sédentaire, l'être humain est fait pour être en mouvement. On est des êtres en mouvement depuis la nuit des temps. On se balade. On parlait des nomades tout à l'heure. Voilà, on est des êtres en mouvement. Et on a oublié d'être en mouvement. Après, c'est la chaise qui tue. On est là, on se raconte des histoires pour qu'on ne fait pas de sport. J'entends toujours, j'ai pas le temps. Tu vois, plein, j'ai pas le temps. Ouais, moi, j'ai pas avec mes enfants, j'ai pas le temps. Les trucs là, j'ai pas le temps. Donc, le j'ai pas le temps, sur quoi tu te mens? Non, c'est pas ton choix. Donc, en fait, c'est comme si, tu vois, moi, le sport, le mouvement, il doit être considéré comme dormir, manger sainement et tout ce qu'on fait tous les jours. Aller aux toilettes, se laver, ça doit être au même titre. Si le sport n'est pas là, le mouvement n'est pas là, il y a quelque chose qui manque. Donc, ça peut être marcher. Je ne suis pas en train de dire la salle ou des trucs. Non, tu vas marcher, voilà, tu vas courir, tu es en mouvement, je ne sais pas, tu fais du tennis. Enfin, peu importe, tu es en mouvement. Ton corps, à un moment donné, tu le consacres à ça. Et puis, il y a aussi le côté cognitif, tu vois. Les habiletés cognitives, tout ça. C'est que, par exemple, quand tu fais des trucs où tu fais travailler ton cerveau, il y a la plasticité, parce qu'on sait aujourd'hui, on a prouvé que la plasticité, il n'y a pas d'âge. Et c'est magique, c'est-à-dire que quand tu apprends une activité ou un sport, voilà, tes neurones, c'est de la régénération, de la plasticité, ceux qui sont bons en neurosciences. Et donc en fait, c'est bon pour tout. Et donc aujourd'hui, on ne peut pas vivre, c'est pour ça qu'en Afrique, quand tu les vois se balader tout le temps, au Sénégal, quand je vois une gore avec toi, et que je vois des corps, les trucs, parce que voilà, ils sont encore à ça, ça devient occidentalisé. Bien sûr.
Dakar, tout ça, la sédentarité arrive. Ouais. J'en connais beaucoup et ça m'étonne en plus en Afrique. Mais voilà, c'est revenir à ça. C'est ce qui est le meilleur médicament, meilleure médecine. C'est le sport, mouvement pour soi. Et puis, si on fait ça, nos enfants, ils vont voir qu'on fait ça. Ouais. Les enfants, ils n'écoutent pas, ils regardent leurs parents faire du sport. Donc, ça fait partie de ça, de cet univers. Clairement. Donc, voilà, le sport, pour moi, c'est... je peux même pas le décrire. Le sport, pour moi, c'est mon plus grand amour. C'est parce que toute ma vie s'est construite autour de du ça. sport. Que ça soit physiquement, intellectuellement, spirituellement. Le sport m'a éveillée, le sport, il a fait la femme que je suis, tout simplement. Tu es devenue une experte dans tout ce qui est méthode Wim Hof, etc. J'aimerais bien en parler 2 minutes, parce que je trouve que c'est hyper intéressant et c'est hyper puissant, parce que ça paraît un peu surhumain, un peu peut-être chelou, peut-être un peu, tu vois, genre secte, démesuré. Non, sans parler de la partie qu'on peut imaginer là-dessus, mais plutôt les bienfaits du froid, les bienfaits de se dépasser vraiment mentalement sur ce genre de choses. Donc je te laisse déjà expliquer un petit peu ce que c'est, toute cette conception de la respiration, de la connexion et de ce que tu es capable de faire par rapport à la respiration. Mais qu'est-ce que ça t'a apporté aussi derrière tout ça? En fait, ma rencontre avec Wim, pour parler rapidement, c'est quelqu'un qui a battu plusieurs records du monde, plus de 25, comme ça, je sais plus, 28 records du monde, a monté l'Everest, voilà. Et puis, lui, par rapport à un truc tragique de sa vie, sa femme s'est défenestrée, il a eu des mots tellement forts qu'il s'est rendu compte que le froid faisait taire ça. En fait, je découvre un peu son univers, j'ai essayé la méthode il y a 5 ans, et que j'ai su jusqu'à aujourd'hui, et je me suis aperçue qu'en fait, dès lors que je me lève le matin et que je prenais une douche froide, c'est-à-dire que si tu es agité de l'intérieur et que tu n'es pas bien et que tu ne sais pas respirer, tu ne peux pas y rentrer, et surtout l'hiver. Moi, je fais des douches froides, même quand il fait -5, où je fais des bains glacés. C'est-à-dire que dès que tu prends une douche froide, qu'est-ce qu'on fait? Donc on respire mal. Et donc en fait, ce truc-là, parce que le froid te happe, c'est un stress positif. Et donc en fait, ce stress-là va imager, en fait, ça va ressembler un peu au stress que tu peux ressentir tous les jours. Parce qu'on a du stress tous les jours. En fait, c'est un peu comme une métaphore. C'est-à-dire que moi, c'est moi qui vais le chercher, c'est pas lui qui vient à moi. Et donc le jour qu'il vient à moi, je sais respirer. Aujourd'hui, je peux gérer le stress qui arrive de la vie de manière différente. Parce que je me suis habituée à transformer mon corps, mon esprit, à gérer ce stress, à savoir respirer dans des moments difficiles. Et donc, à force de le faire tous les jours, tu sais mieux respirer dans des moments compliqués. Donc, la vie, c'est que ça, c'est pas comme ça. Il pleut, il neige, il y a des ouragans, ce que tu veux, tempête. Et malgré tout, tu sais quand même respirer. La maison, à l'intérieur, elle est stable. Et que si la maison, elle est stable, dans l'instable à l'extérieur, t'es plus lucide, t'es plus focus, et tes projets, et tout est clair. Alors que si tu te fais happer par le moindre vent, tout ce que tu fais, tu construis, peut tomber à l'eau. Et donc, je pense que la méthode m'a appris à mieux être une entrepreneur. Okay. Dans la vie d'entrepreneur, elle n'est pas facile. Il y avait le haut niveau, mais là, c'est autre chose, c'est un autre level. Et donc, grâce à ça, je sais respirer. Je sais mieux respirer dans des moments compliqués. Et c'est devenu un peu mon baromètre aussi d'humeur. Et donc, c'est un peu le miroir de l'âme, comme il dit Wim. Parce que c'est vrai, ça ne te ment pas. Il te dit où tu es. Il est impitoyable l'eau froide, mais elle est juste. C'est-à-dire que moi, j'arrive à savoir tout de suite une personne comment elle se sent quand elle rentre dans le bain glacé. C'est elle est trop excitée et elle n'arrive pas à respirer à ce stress-là, c'est qu'à l'intérieur, c'est un peu agité. Donc le but, en fait, c'est retrouver, justement, de savoir que, ok, c'est stressant, c'est quoi pour le corps, mais moi, je sais respirer. Je sais y aller dedans. Et donc, j'ai appris à vraiment respirer grâce à l'eau froide. Donc moi, c'est vrai que ça fait 5 ans, je ne me lave pas trop à l'eau chaude, je suis à l'eau froide, souvent. Et puis, je tombe moins malade. Voilà, j'ai moins d'angines. J'étais sujet à beaucoup d'angines, à beaucoup de... Parce que forcément, moi, j'ai connu ma mère qu'à l'âge de 11 ans, et donc de 1 an à 11 ans, quand on n'a pas sa maman, on peut somatiser certaines choses quand on est petit. Donc d'eczéma, j'avais des bronchites, des choses comme ça. Donc le corps, il peut créer des maladies par manque affectif de la maman qui n'est pas là. Même si j'étais avec ma sœur, les gens. Et c'est vrai que j'avais ce côté somatisation du corps, et depuis cette méthode, j'ai plus ces choses. C'est comme l'eczéma, comme problème de ORL, j'en ai plus. Enfin, tout a disparu. Et c'est là à quel point nos maladies sont liées à nos émotionnels.
Et encore une fois, comme je le dis, le cœur et les poumons, c'est un couple. Et si aujourd'hui on ne sait pas respirer, une respiration, c'est par le ventre que ça se passe. Ouais. C'est pas les poumons, c'est le ventre et le thorax et les poumons. Et donc il y a très très peu de gens qui savent respirer vraiment. Et donc aussi, je suis devenue une coach breathwork, donc de respiration, et que je fais respirer les gens. Ouais. Et ça c'est ouf parce que c'était le type, je sais même pas si tu t'en rappelles, mais il y a 3 ans, même plus, je t'avais écrit, je t'avais dit que j'allais faire le Kilimandjaro et tu m'as dit fais la méthode Wim Hof, je ne savais même pas ce que c'était. Et tu m'avais dit de faire les respirations et que ça allait m'aider sur la partie hypoxie. Du coup, accepter le manque d'oxygène en haut. Et effectivement, je pense que moi, je me suis préparé, je continue à le faire, pas tous les matins en ce moment, mais j'ai eu mes grandes périodes où j'ai réussi à caler ça tous les matins et j'en ai fait une priorité. Là, je l'ai fait un peu moins. Mais je pense que ça m'a beaucoup aidé. Les filles, elles pourront te le dire, je suis celui qui a eu le moins de mal de montagne, je suis celui qui a le mieux géré, je suis celui qui a vraiment eu, on va dire, pas trop de soucis par rapport à tout ça. Et je pense que ça y est pas pour rien. Et voilà, donc merci déjà. Et donc j'ai vu la puissance, parce que même moi, ça m'a mis dans des états à le faire tous les matins, je me sentais vraiment bien. Alors du coup, je faisais pas forcément l'eau froide, etc. Mais par contre, je faisais vraiment la respiration. Et je sais que juste de reprendre 5 minutes, et je pense que là, je vais refaire le cross par rapport à juste pas avoir d'informations. Moi, je suis toujours sur mon téléphone, je suis toujours au téléphone, je suis toujours sur le PC, je suis en permanence à droite, à gauche, à courir partout, à appeler des gens, etc. Et juste de prendre 10 minutes quand je me lève. Moi, je le faisais directement quand je me levais. Je me réveillais, c'était le premier truc que je faisais. Et de prendre juste 10 minutes en conscience, 15 minutes en conscience, de se mettre en apnée et de juste lâcher et de plus rien avoir dans la tête, je trouvais que mes journées, elles étaient beaucoup plus simples. Donc la puissance de la respiration et la puissance de justement du coup s'offrir un moment pour juste respirer, juste faire le truc vital de base, respirer. Ouais, c'est ça. Et puis les rétentions, celle de Wim Hof, elle est extraordinaire parce qu'elle aide aussi pour les gens qui font des ascensions. Parce qu'en fait, même la méthode, c'est la même chose que comme si tu étais en hypnosie. Exactement, ouais. C'est de l'hypoxie vraiment, c'est de la vraie hypoxie. Ouais. Et en fait, comment réussir? En fait, c'est exactement ça, et c'est très puissant. Quand tu es dans la rétention, avant je tenais même pas 30 secondes, maintenant j'arrive à tenir plus de 3 minutes en rétention. Comment dans ce moment de stress, de pas respirer, tu es tellement calme que t'es pas t'as même plus besoin de respirer. Voilà, ouais. Et que tu es bien. Et que c'est là-bas, s'il manque, tu n'es pas en stress. Parce que si tu es en stress, tu n'as pas d'air, tu vas être stressé. Alors que si tu es calme, ton cœur n'aura pas besoin de battre. Voilà, il n'y aura pas besoin d'aller chercher l'oxygène et tu es bien pour ton ascension. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui l'ont compris. De toute façon, les alpinistes, c'est des pros pour ça. Mais c'est essentiel pour les athlètes de haut niveau, pour dormir, pour tout ça, quoi. Ouais, carrément. Bon, je vais faire un dernier petit point sur le cross. Et la dernière fois qu'on s'est vu, c'était dans le cadre pas dans le cadre du sport, mais en tout cas, tu étais avec l'équipe du Maroc. On était au Sénégal. Et je voulais que tu parles un petit peu de c'était quoi pour toi, étant marocaine, sénégalaise, grandie en France à majorité. Ce que ça représentait pour toi, toute cette partie sportive, là il va y avoir les JOJ à Dakar, etc. Cette partie sportive de l'Afrique, on l'a vu dans le foot, il y a eu des pépites dans le monde entier, on l'a vu dans plein de sports, etc. C'est quoi ton message aujourd'hui dans le sport vraiment en Afrique? Comme je dis, hein, c'est l'Afrique, c'est voilà, qui coule en moi. Hein, en plus de l'Afrique du Nord à l'Afrique du Sud. Donc voilà, je suis une peule. Et puis là, j'étais ambassadrice il y a 3-4 ans. Donc j'étais partie là-bas voir plein d'écoles pendant toute la semaine. J'ai vu peut-être une quinzaine d'écoles. Donc j'ai pu voir ça de près. Donc là, les enfants, ils ont dû grandir d'ici là. Parce qu'ils étaient tout jeunes et qui vont participer. J'espère être là-bas. L'Afrique, il y a un potentiel humain. La jeunesse, 75%, moins 25 ans. C'est l'avenir, vraiment. Quand je vois la diaspora, ce qu'elle fait dans les autres pays, parce qu'ils ont les moyens. Maintenant, peut-être mon message va plus se diriger, pas pour les athlètes, mais pour ceux qui tiennent ces rênes. C'est tous les dirigeants, tous les gens qui œuvrent, les capitaines qui œuvrent dans... Je pense qu'il faut miser sur le sport aujourd'hui. On a vu tous les pays qui ont misé vraiment sur le sport, sur l'économie du sport, l'industrie du sport, c'est la solution. Elle mène beaucoup de choses à une ouverture du monde, mais de la faire vraiment sur une équité. Je ne parle même pas d'égalité, sur une équité totale. Penser à l'éducation dans le sport, en fait. C'est pas
Voilà, quand on crée le sport, et ce qui manque en Afrique, c'est l'éducation. C'est comment allier ce sport-études, éduquer ces jeunes. Donc, ils vont aller dans la direction du sport, et comment les éduquer vraiment. Voilà, qu'ils aient ces diplômes, et pour que tous ces jeunes restent à la maison. Alors, c'est très bien les histoires de Ngannou, moi, je le salue, j'ai beaucoup d'admiration pour lui, mais traverser, je ne veux pas qu'il y ait des gamins qui traversent comme lui, parce que il faut traverser pour faire sa vie à lui. Je pense qu'aujourd'hui, il y a le rêve africain, il y a le rêve sportif africain, que peu importe quel enfant, un enfant qui est en Afrique, ben, il garde cette idée que c'est chez lui que ça se passe. Tu vois, les Américains, ils n'ont pas besoin d'aller ailleurs, ils sont là. Non, nous, on reste chez nous. La petite anecdote des Américaines basketteuses qui ne pouvaient pas faire stage aux États-Unis, j'ai admiré, je félicite le président sénégalais qui a dit on a ce qu'il faut à la maison, on va rester à la maison et on va s'entraîner bien à la maison. Et c'est aussi vrai. On n'a pas les visas et c'est OK. Mais je pense qu'aussi, il y a l'ouverture du monde, faire des stages, des trucs comme ça, bon, ça ferme. Mais c'est donner la possibilité de pas des manques pour qu'ils aillent chercher ailleurs. On doit remplir ces manques. Parce que c'est une responsabilité, c'est une obligation, c'est un devoir. C'est nos enfants. J'essaye de contribuer comme je peux, mais c'est, voilà. Et puis aussi la diaspora, qui a envie d'aider aussi, double culture, double nationalité, parce qu'on a des connaissances, on a traversé, on est parti ailleurs, de ramener nos richesses aux nôtres. Et donc c'est pour ça que l'Afrique, elle sera, parce qu'on a un potentiel humain. Enfin, si c'est les mêmes conditions, moi je le dis, demain j'annonce, les podiums africains, les podiums olympiques, ils vont être africains, tout, et strictement tout. C'est clair. Mais aujourd'hui, voilà, j'espère le voir de mon vivant, mais voilà, j'espère sincèrement qu'on va laisser la possibilité aux jeunes de rêver africain. Et c'est important. J'arrête pas de le rêver. Le rêve africain, il existe, il est vraiment là. Et que ce soit les judokas, peu importe les sports. Et même si on pratique un sport et que c'est complexe, trouver des moyens pour le pratiquer au mieux. Parce qu'aujourd'hui, voilà, on a toutes les ressources, il y a des pays qui y arrivent à le faire. Et j'adore aujourd'hui, il n'y a plus de frontières, il y a plein de pays qui ont enlevé le visa les Marocains peuvent aller là. En Afrique, et c'est ça, comme la richesse de l'Europe. Là, c'est à nous de créer une énergie africaine. Et on voit des choses qui sont plutôt positives qui viennent, mais il faut aller dans ce sens. Il faut vraiment penser à... Et là, on n'aura plus d'athlètes qui partent et qui ont envie d'aller... Non, ils retournent chez eux. Par ton stage, on a envie de rentrer à la maison. C'est comme notre maison nous manque. Nous, notre génération n'avait pas eu le choix. C'est parti je vis dans cette génération-là. Ma mère, elle est partie, elle nous a récupérés parce qu'on n'avait pas le choix. Qui a envie de partir de chez lui? Surtout que, voilà. Quand elle est partie, on a conscience, on s'est adapté le pays qu'on vivait, on a fait les choses. Je me sens aussi pleinement français, j'aime ce pays-là. Mais je comprends que ces jeunes-là, ils ont envie de revenir chez eux. Moi, je les vois, je discute, j'en connais plein qui sont partis. Ils ont envie de revenir chez eux. Donc, on leur donne cette possibilité aussi de ne pas partir et de vouloir juste revenir. Voilà. Que ce soit des étudiants aussi, pas que des athlètes. Les étudiants qui font des grandes études, qui restent, on leur donne la possibilité du travail, et voilà, de construire, que ce soit des médecins, des ingénieurs, les tronches, il faut qu'ils reviennent chez nous. On en a besoin. S'ils partent, qu'est-ce qu'on fait, tu vois? Donc voilà, c'est mon message, j'y partirai plutôt là-dessus. J'essaie de contribuer à mon niveau. Mais du coup, si demain il faut développer un pays, on va prendre l'exemple du Sénégal au hasard. Si tu dois développer un pays en sport, en tout cas si tu veux que sportivement parlant, etc., ça évolue, ça passe par quoi? Ça passe par recevoir des trucs comme les JOJ, par des infrastructures, par quoi? L'éducation, le sport à l'école. C'est-à-dire que si j'étais ministre des Sports, moi je mettrais de budget sur l'école. L'école et le sport. C'est-à-dire que vraiment, on peut s'inspirer de systèmes ça a marché comme l'Allemagne, tout ça. L'école, ça finit parce que on a pris un système colonial depuis le début français où l'école finit très tard. Aujourd'hui, ça change. C'est les gamins, ils peuvent plus rester 8 heures comme ça. Et les gamins, ils ont besoin de bouger. Plutôt anglo-saxon, c'est OK, on finit l'école à 13h, mais voilà, on a formé des éducateurs dans le sport. Vraiment, le sport fait partie, on découvre... De l'emploi du temps. Tu vois, comme dans les campus. Voilà, il y a des bourses pour aller à l'université, un peu comme dans le système américain. Mais vraiment, l'éducation, c'est-à-dire que le sport, aujourd'hui en Afrique, il est séparé, le sport et l'école. Non, tout est un. Même le sportif n'existe pas encore, vraiment bien. Donc, il y a des petites choses qui se bricolent, qui se passent, mais pas vraiment. Donc, vraiment, par l'éducation. Vraiment ça. Après, infrastructure, ça, c'est la base.
des bons locaux dans chaque sport, et puis avoir cette politique, une politique sportive. Mettre des gens compétents et passionnés à des postes. Et c'est ça que des fois, qui nous manque en Afrique. C'est mettre, tu es passionné de sport, et tu sais de quoi tu parles, et que tu es compétent, tu as les skills, tu vois, tu as cette vision futur de comment là on va te mettre à ce poste. C'est pas juste un mec qu'on a mis juste pour combler ce poste là et au final il se passe rien, et que cette personne prenne ses responsabilités, c'est-à-dire qu'elle sait qu'elle a quelque chose qui pèse sur ses épaules pendant 4 ans. Ah ouais, je dois faire ça, et donc à bras le corps je vais y aller pour changer les choses. Ça veut dire qu'en 4 ans on doit voir l'avant, l'après. Si l'avant, l'après il est pas là, merci, au revoir, vous nous avez servi. Mais il n'y a pas le mec qui reste 30 ans, 40 ans. Non. Ouais. On te laisse une chance, peut-être que, une deuxième mandat. Mais il n'y a pas de mandat à 15 ans. Voilà. Je pense que, sincèrement, cette façon de fonctionner, je pense que les choses elles vont changer énormément. Moi, de mon niveau, je le vois comme ça. Renouveler, régénérer, et puis donner la chance aux jeunes. Faire confiance à la diaspora. Parce qu'elle a des idées incroyables. Ouais. Et puis, ils ont envie de revenir. Ils ont envie de donner. Ils ont envie de retourner chez eux. Donc, je connais plein de jeunes africains, sénégalais qui sont revenus pour donner leur savoir, et pas montrer ça. Non, juste on vous donne notre part de ce qu'on peut faire. Contribuer, voilà, exactement. Et donc voilà, dans ce sens. Cool. Voilà. Et puis ne pas oublier aussi une partie que j'ai oubliée et qui fait partie aussi de ma vie, tout l'univers de la terre aussi. Faire attention à la résilience des terres. Parce qu'aujourd'hui, ça impacte le sport, la désertification, parce que plus il y a de la sécheresse, moins les terres elles sont pas du tout, elles sont pas en résilience, les terres elles sont abîmées, moins on se nourrit, et puis moins on bouge, et puis il y a des sédentarités. C'est pour ça que l'Afrique est impactée par la sédentarité, parce qu'il y a trop de réchauffement climatique, les gens ne peuvent plus bouger. Et donc en fait, là où il y a de la chaleur, les gens restent mobiles, ils peuvent plus être, ils sont immobiles, ils peuvent pas être en mobilité. Donc trouver des solutions, comme là je suis engagée ambassadrice pour Sport for Land, pour les Nations Unies, UNCDD, et donc contre la désertification, c'est planter des arbres, faire des choses, être conscient que le sport va avec ça. Avec l'environnement, ouais. Ah, complètement. Ouais. C'est l'osmose avec la nature. Je vais te faire peur, je sais pas combien de stades, là on est en train de parler, je fais ça, il y a un stade qui part. Là on discute, là, ça me fait mal au cœur quand je fais ça. Un stade de foot qui part, à chaque fois je fais ça, dans le monde. Et ça fait flipper, hein. Il y avait un compte à rebours la dernière fois, je voyais tous les stades qui partaient à chaque fois comme ça. Donc ils sont pour des causes de désertification, un stade qui s'en va. Donc on est en train de perdre plein de choses. Bon, les stations de ski, j'en parle pas parce qu'on en a perdu à outrance. Donc oui. On a besoin de la terre pour donc cet engagement aussi, il est très primordial. Déplacer, L'Afrique doit penser aussi à l'environnement et puis à son écosystème là-dessus, et et construire plus juste et plus écolo aussi. Et donc voilà, ça aussi c'est quelque chose qui me parle et qui fait partie aussi de mes engagements. Ouais, merci de mettre l'environnement dans tout ça, parce qu'en vrai on l'oublie tout le temps, mais on en a besoin pour tu vois, tous ces sportifs qui refusent d'aller à certaines courses et d'aller à certaines comment on appelle, événements sportifs, etc., pour des causes de trop de business, de trop user la montagne, de trop user d'infrastructures, ou de trop user de foutre de la neige dans le désert, ou j'en sais rien. C'est être conscient que aussi un sportif, il est dépendant de son environnement. Et il est dépendant de ce que la terre, elle te donne, de ce que le climat, il te donne, parce que faire des marathons sous 50 degrés, c'est compliqué. Jouer au foot sous 50 degrés, c'est compliqué. Et s'il fait 50 degrés partout, ça va être compliqué, quoi. Ouais, c'est exactement ça. En tout cas, ça a été un plaisir de partager avec toi. Comme toujours, à chaque fois, on refait le monde, on discute. Donc là, c'est dans. Mais c'est cool. Merci pour le partage. Je vais te poser une dernière question pour la petite fin. C'est quoi ta définition de l'engagement? Je dirais en un mot, moi. Ah, si tu as un mot, c'est bon. Il y a un mot, responsabilité. Ok. Voilà, c'est répondre d'eux, parce que dès lors qu'on est engagé, on le fait avec un alignement puissant, ça mène avec une grande responsabilité. Parce que s'il n'y a pas de responsabilité, on ne sait pas répondre d'eux quelque chose, et ça peut être plus de repères vers le père de l'autre côté. Donc je dirais responsabilité, vraiment une grande responsabilité. Et ça, c'est quelque chose pour moi qui me parle à chaque fois que
où je m'engage vraiment dans un projet, peu importe lequel, c'est la question que je me pose. Est-ce que je suis responsable dans ce que je fais? Ouais. Parce que s'il n'y a pas ça, et donc là, ça te remet les idées, qu'est-ce que la responsabilité en fait? Carrément. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Les amis, je mets tous les liens dans la description. Et si vous voulez la suivre, Asma Niang, la big boss. Merci mon gars. Merci Vanessa, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode de Sens jusqu'au bout. Si ces histoires t'ont inspiré ou touché, partage-les autour de toi, donne une note ou laisse un commentaire pour aider à amplifier leur impact. C'était Sens et je te donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode avec encore plus d'histoires inspirantes et de projets qui changent le monde.